Aujourd'hui, moi je ne comprends pas quand quelqu'un vient vous dire, bon, je garantis votre sécurité au Congo et tout, bon, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il ne peut pas s'engager comme ça. Et d'ailleurs, tu le sais très bien, Sassou l'avait déjà dit. Donc, pour ceux qui l'attaquent, il ne faut pas l'attaquer parce qu'il n'a fait que répéter ce que Sassou avait dit. Le pauvre Samba Malanda, ben, écoute, il était assis là pour reprendre les termes de son chef. Son chef, on l'a vu, il avait demandé aux Congolais de rentrer au lieu d'être les éboueurs. Parce qu'il a même injurié les gens, si vous voulez. Oui, mais maître, quand on fait on fait de telles propositions, la première des choses, ce que nous avons demandé avant qu'il y ait la conférence nationale, c'est une amnistie générale. Voilà. Ce que tous les citoyens, une amnistie générale, c'est ce que d'ailleurs je voulais dans la même condition, où ils n'ont plus peur de quelque chose. Et donc le président, c'est comme Nelson Mandela et Peter Botha, quand ils ont commencé les négociations pour changer le statut de l'Afrique du Sud, de sortir de la période apartheid, d'aller dans une autre période nouvelle, les négociations ont été à égalité. Ils ont supprimé ce qui empêchait la liberté de tout le monde, surtout des Noirs, et ils ont commencé à rédiger des nouveaux textes qui permettaient qu'il y ait ce vivre ensemble. Oui, dont on parle. Le vivre ensemble ne peut que venir quand on abolit les mauvaises lois. Mais je voulais revenir pour terminer sur l'attitude de Ndalagraï, que certains condamnent, oui. Mais moi, je ne condamnerai pas. Au contraire, je dis, Ndalagraï s'est assagi. Parce que s'il avait fait, en 68, les sages du pôle s'étaient réunis, ils avaient demandé à ce que Massamba Deba procède à l'amnistie générale. Donc, il devait amnistier le président Fulbert Yulu. Mais ce sont les Ndalagraï, les Diawara qui ont refusé. Et les Matika en tête, oui, c'est Matika qui a insisté. Même André Omessa était gêné, il était furieux. Il a dit qu'il fallait amnistier tout le monde, y compris le Fulbert Yulu. Mais ceux-là qu'on connaît, notamment Ndalagraï, il s'est jamais confessé sur ça. Matsika est parti en publiant un ouvrage démagogique, d'ailleurs, il a dit n'importe quoi dans son livre. On fait une armée contre les autres. Parce qu'une armée doit avoir ses limites. Et quand on a vu ce qui s'est passé en 2016, et quand on proclame les résultats, s'il y avait une armée républicaine, je vais dire non, monsieur le président, vous n'avez pas gagné. Si vous continuez, on vient vous arrêter, on va vous démontrer comment vous avez triché. Ce qui fait que chez nous, le principe fondamental qui emmène le Congo au sous-développement, c'est l'armée. Il faut que les militaires prennent conscience de ce qu'ils empêchent le développement du Congo. Si le Congo n'est pas développé parce qu'il y a une force qui interdit que les grands esprits s'élèvent dans le pays. Nous voulons qu'il y ait des grands esprits, du fait qu'ils n'ont pas peur, ils peuvent exprimer la richesse. Parce que ce sont les grands esprits, cette élite qui exprime la richesse d'un pays. Elle dit voilà comment nous allons marcher, comment nous allons faire. Ce n'est pas un idiot qui viendra dire, comme je voyais un ministre, comment on appelle, deux fois qui me fait rire tout le temps, qui est Ibombo, qui dit non, moi je n'ai pas de vision. C'est le président de la République qui a une vision avant. Mais si tu n'as pas de vision, mais pourquoi tu es parti dans un ministère? On ne peut pas te donner un ministère si tu n'as pas une vision du ministère. Mais le président de la République n'a pas de vision, puisque le président de la République est aveugle. Il vous ramène dans un ravin. Et vous êtes dans un ravin. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous. Nous voici à la radio et télévision Forum, FRTDH. Alors, comme d'habitude, donc, nous allons dialoguer avec Fernand Mathias Ndala,
que je salue. Bonjour Fernand, comment vas-tu? Oui, bonjour Maître Sewoutchassé, je vais très bien. Bon, voilà. Je vais très bien et puis je suis là avec Radio Forum. Très bien, très bien. Donc nous allons continuer la question de la force publique, notamment la police, la gendarmerie, et après nous aurons également à débattre sur les forces armées. Pour le moment, je te donne la parole pour introduire. Moi, en tout cas, j'ai une idée sur ce que nous allons faire. Comme je t'ai dit, Oui. Le premier président de la République, le président Fulbert Yulu, avait organisé la force publique déjà lorsqu'il était Premier ministre et ensuite après l'accession du Congo à l'indépendance. Voilà. Nous sommes en train également de commémorer les 65 ans de l'adhésion du Congo aux Nations Unies. Nous aurons la possibilité, dans les jours à venir, de parler de ce grand discours du président Fulbert Yulu à la tribune des Nations Unies, où il a affirmé, où il a donné les contours du panafricanisme. Ce qu'on attribue soit parfois à Sékou Touré, à Kwame Nkrumah, non. Celui qui a tracé les contours du panafricanisme, c'était l'abbé Fulbert Yulu. Nous allons reprendre son discours, parce que c'est lui également qui aurait pu sauver Patrice Lumumba, il faut le dire, parce que lors de son premier discours, il a parlé de la situation de la RDC, on appelait à l'époque Congo-Léopoldville. Et il a aussi parlé de l'Algérie, ce qui lui a créé des problèmes avec le général de Gaulle. Alors je te donne la parole pour commencer notre débat. On peut parler aussi de l'actualité, hein, si tu veux, peut-être 10 minutes sur l'actualité, parce que... Cela n'empêche pas, parce qu'en fait, pour moi, le problème fondamental, c'est le problème de la liberté et force publique. Parce que nous ne pouvons pas être libres sans une force publique qui nous protège, qui respecte les droits des citoyens, parce qu'un militaire n'est que... Parce que la condition première d'un militaire, il doit être tout d'abord un homme. En tant qu'homme, il est né, il a le père et la mère. Ensuite, on lui montre, comment on appelle, l'alliance, qui est la grande alliance, qui sont les oncles, les cousins et tout ce monde. À partir de là, il sait comment tout d'abord respecter. Et après, on lui montre les alentours, ceux qui l'entourent, les amis, tout ça. Donc, on lui montre la société, qu'il vit dans une société, et que cette société a des règles. Après, on lui montre qu'il y a aussi la religion qui est là, qui donne de la morale, ne fais pas ceci, ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Et au-dessus, là, quand on a compris que cette personne est dans un cosmos, et ce cosmos-là, on lui dit, voilà, tu dois protéger cet ensemble. Cet ensemble, c'est toi qui es le protecteur, parce que demain, il peut y avoir des agressions, il peut y avoir dans le groupe, des gens qui contreviennent aux bonnes lois. Et donc, tu es là, avec cette arme qu'on te donne, c'est d'aller de dire non, la loi dit ceci, donc vous devez reculer, soit on vous arrête, nous avons reçu mission par la nation de t'arrêter, de t'emmener auprès des autorités pour être jugé et sanctionné. Et donc voilà, donc le militaire a c'est 3 ou bien 4 étages, à savoir né d'une famille. On lui montre la famille, on lui montre tout autour la société, on lui montre la morale, voilà la morale, et puis dans cette morale il y a la religion, et puis on dit voilà,
tous est ensemble, on te donne, on te délègue de nous protéger. Et nous finançons ta vie et tout ça. Donc voilà, donc tu ne peux pas aller au-delà. On te dit que la souveraineté nous appartient, donc tu es un délégué, tu n'es pas... c'est parmi, quand on prend la constitution du 15 mars 92, l'armée est au 15e chapitre. 15e chapitre, ou 10e ou bien 15e chapitre. Donc on dit la force publique est apolitique. Donc celui à qui l'on donne le pouvoir d'exercer ne doit pas avoir une emprise dans cette armée, ne doit pas rendre cette armée comme une milice. Comme une milice en sa faveur. Et donc, il doit être dans les normes et voir que cela ne lui appartient pas. Et donc, l'armée doit se définir dans un moule, et ce moule-là, c'est ce qu'avait dit le président Fulbert Hulot. Le président Fulbert Hulot savait que le Congo, en prenant des décisions qui pourront aller à l'encontre d'autres pays, à l'encontre d'autres intérêts. Donc, le Congo devait avoir une armée indépendante, souveraine, qui venait des lois de la République. Et c'est pour ça qu'il a été parmi les premiers à vouloir une armée nationale. Par contre, dans les autres pays, la Côte d'Ivoire, c'était la protection française. Au Cameroun, dans tous les pays, au Sénégal. Ce n'est que maintenant qu'on voit que dans ces pays-là, qu'on a demandé le retrait de ces troupes. Ce qui fait que cette armée qui était embryonnaire, qui était faite en 1960, hein, avec la volonté du président Hulot d'avoir une armée congolaise, qu'on ne pouvait pas être protégé par l'armée française, et cette volonté a été mal perçue par le colon. Ce qui fait que le jour où il y a eu des manifestations, l'armée française a refusé de protéger le président Hulot, parce qu'il avait une ambition qui était unique, de fonder une force publique nationale qui n'était pas aux ordres des Français. Et donc voilà, et c'est cette mission qu'a l'armée, que l'arme n'est pas utilisée contre le citoyen, l'arme est pour la protection des citoyens, et le militaire doit obéir aux lois de la citoyenneté, aux lois faites pour la protection des populations et non contre la population. Et moi, je pense que c'est cela vraiment qui est la nouveauté qu'il faut restaurer au niveau du Congo-Brazzaville pour que les militaires ne viennent pas opprimer les autres. Sinon, ils s'auto-oppriment, voilà. Donc, maître, ce que j'avais tout d'abord à dire. Que l'armée doit bien se comporter vis-à-vis de la communauté nationale. Bon, je pense que le cadre a été tracé. Le président Fulbert Hulot avait mis en place des textes, notamment la première loi, celle du 16 janvier 1961, qui porte organisation de la défense du territoire de la République. Dans son premier article, il est dit que la défense a pour objet d'assurer à tout temps et en toutes circonstances et contre toute forme d'agression la sécurité et l'intégrité du territoire et la vie des populations. Il y a donc également, dans la même foulée, une loi a été adoptée portant organisation, recrutement des forces armées de la République. Et on sait très bien que dans cette disposition, notamment l'article 1er dit « Les forces armées de la République comprennent la gendarmerie et l'armée ». Bon, parce que la police, ça c'est un corps à part. Donc,
Donc ça, c'est au niveau des forces armées. Mais la police fait partie de la force publique. Tout ça, c'est la force publique. Donc, les statuts de la gendarmerie et de l'armée ont été fixés par décret. Nous allons revenir sur cela plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que les forces armées, c'est-à-dire que la gendarmerie et l'armée et les forces armées, donc se recrutent par appel du continent annuel, ce qu'il avait prévu, et par engagement et réengagement. Bon, il y a également aussi le décret qui a été publié, nous allons revenir sur ça, sur portant réorganisation des services de police. Et ça, c'est un décret qui date du 28 janvier 1961. Il y a, à côté de ce décret, un décret publié le 1er janvier 1961 portant création de l'École nationale de police. Donc, au terme de l'article 1er, il est dit qu'une école de police nationale, donc dénommée École nationale de police, destinée à la formation des fonctionnaires des cadres de la sûreté nationale, est ouverte à Brazzaville. Le régime de l'école est en principe l'internat, ce qui était mentionné. Et il y a aussi la spécificité de Yulu qui a publié un décret dès le 15 septembre 1960, c'est-à-dire, pour ne pas dire un mois après la proclamation de l'indépendance, il a publié un décret portant institution d'une caisse spéciale de retraite des gardes républicaines. Et ça, c'est très important, parce que l'article 1er de ce décret précise qu'il est créé donc une caisse spéciale de retraite des gardes républicaines à laquelle sont affiliés les personnels de la garde républicaine. C'est précisé, les personnels. Et ça, nous n'allons pas rentrer en détail, mais nous disons seulement que les titulaires de cette caisse supportaient une retenue de 6% sur les sommes payées à titre de leur traitement fixe, à l'exclusion des allocations accordées à titre de traitement, des allocations par exemple à titre de gratification, des indemnités pour travaux supplémentaires et pour cherté de la vie. Donc les indemnités de résidence par exemple aussi, et les avantages familiaux de toute nature n'étaient pas comptabilisés dans la retenue qui était de 6% donc des sommes payées à titre de traitement fixe. Aussi, j'aimerais mieux évoquer surtout cette disposition. Président Fulbert Yulu, à l'époque d'ailleurs, il n'était que Premier ministre, donc en avril 1959, il avait publié un décret fixant la mission et l'organisation générale de la garde républicaine du Congo et le statut de son personnel. L'article 1er donc de ce décret précisait que la garde républicaine du Congo est une force de sécurité qui a pour mission de seconder, prolonger et compléter l'action de la gendarmerie dans ses attributions de police judiciaire et administrative, du maintien et du rétablissement de l'ordre, de la sécurité des campagnes et des voies de communication. Le service de la gendarmerie et de la garde républicaine s'effectue en commun, police donc et la gendarmerie. L'action donc de la garde républicaine s'exerce sur toute l'étendue de la République du Congo. Voilà les dispositions que je voulais préciser que Yulu a voulu fixer parce qu'un État, c'est d'abord de l'ordre. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le pays? Il n'y a pas d'ordre. C'est pour ça qu'il y a l'insécurité. Je vais aussi vous parler de cette anecdote, peut-être pas une anecdote, une histoire que nous avons vécue. C'était le cas de Mombasa qui tuait les gens. Et lorsque la police a appréhendé cet assassin,
à l'époque, je pense que Mombasa avait été exécuté. Il avait été exécuté. Mais en tout cas, ce sont les policiers comme Alphonse, ceux qui étaient commissaires là à l'époque. Non, c'est pas Matingu, c'est après. Il y avait un, le premier. Nzingula, voilà. C'est Nzingula d'ailleurs qui a été récompensé par la suite par Fulbert Yulu. Il a été décoré. Bon, en tout cas, c'est une façon de montrer que un pays, lorsqu'on parle de paix, parce que ça nous parle de paix, sa paix, c'est-à-dire que ne pas faire de guerre, quoi. Mais en fait, c'est lui, il trouble l'ordre public, il pense que les Congolais sont en paix. Les Congolais ne sont pas en paix. S'il faut tenir compte de l'appréciation du mot paix, le Congolais n'est pas en paix. Le Congolais n'est pas en paix. Nous voulons le démontrer. D'ailleurs, nous allons faire une émission spéciale sur la définition du mot paix, parce que ça ne saute pas n'importe comment. Ils pensent que les Congolais sont en paix. Alors, la paix, c'est d'abord assurer la sécurité des Congolais. Cette sécurité, c'est le Congolais peut dormir dans la rue, il ne sera pas inquiété. Aujourd'hui, le phénomène de bébé noir dont on parle souvent, c'est une rupture de paix. Le fait de voir ces gangsters, ces bandits dans la rue, c'est montrer que on n'assure pas la sécurité de la population. Parce que la sûreté nationale, c'est celle-là qui favorise la véritable paix. Or, la sûreté nationale, aujourd'hui, elle est défaillante. Il faut le dire. Il n'y a que les intimidations qu'on fait vis-à-vis des opposants ou de ceux qui peuvent revendiquer leurs droits, les citoyens par exemple. Bon, je donne la parole pour rebondir. Oui, maître, je vois la volonté du président Fulbert Yulu de légiférer dans le domaine qui comprend la sécurité, la sûreté des individus. Parce que même Montesquieu le dit, hein, la liberté, c'est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que tout un chacun a de sa propre sûreté. Il faut que tout un chacun soit à égalité, que l'opinion que j'exerce, que je dis, ne soit pas perçue par l'autre comme une aventure. Donc il y a une certaine égalité, le mot égalité, oui, ce que j'exprime, je l'exprime, et la loi me garantit d'exprimer une opinion. C'est pas le fait que quand j'ai exprimé une opinion, que le soir qu'on vienne m'arrêter, comme ça a été pour le Machokota, les capitaines Bikumu, tous ceux qui ont été assassinés, et à partir de 65. Donner une opinion, c'est être arrêté. Et nous le voyons dans notre pays, les gens ont peur. Ils ne peuvent rien exprimer. Et donc, il faut que le principe de l'égalité soit au-dessus de tous. Parce que l'état de droit, c'est l'état qui sécrète le droit. Et le droit est au-dessus de l'état. Parce que si le droit n'est pas au-dessus de l'état, ici est en dessous de l'état, et toute chose peut arriver, l'arbitraire. Voilà. Donc, c'est ce que nous voulons que cet état de droit qu'on a établi à la conférence nationale, parce qu'il faut le dire, pendant les 14 mois de la transition, nous avons eu une tranquillité d'esprit et que tout un chacun pouvait s'exprimer, et la police avait retrouvé sa fonction, et la gendarmerie avait commencé à être refaite, parce que on a formé une garde républicaine que Issouba n'a pas respectée. Quand il est venu, il a tout chamboulé. Il a ramené l'ordre des milices. Voilà. Donc tout ce qui était conçu, on voulait retourner à ce que Yulu avait conçu. On voulait retourner aux lois de la Première République, à ce qu'un policier y respecte la légalité. Il est bien dans sa tenue, et bien se comporter et tout. Qui ne pouvait pas aller agresser un citoyen. Il venait, c'est pour la première fois sur la transition que j'avais vu un policier te saluer et dire bonjour. Et ça, c'est le premier principe qui apaise le citoyen.
Le citoyen doit être apaisé, ne doit pas avoir peur. Oui, surtout ça. Quand il voit un policier déjà très propre, comme tu venais de le dire, le président Yolo crée une caisse qui doit accompagner ses militaires. Aujourd'hui, quand tu vois un militaire congolais, il est déjà démuni. Il veut raqueter le citoyen. Raqueter, oui, mais bien sûr. Mais parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, malgré les salaires un peu énormes qu'on donne à certains éléments de la force publique, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un système discriminatoire. Le principe de l'égalité n'existe pas. Les adjudants finalement, ils gagnent plus que les médecins au Congo, ou plus que les enseignants du collège ou du lycée. En tout cas, ça c'est grave. En tout cas, je voulais plutôt revenir sur cette notion de la mission de la police dans la communauté, parce qu'aujourd'hui, cette police, comme j'ai parlé du recrutement, devait être recrutée dans tous les secteurs de la communauté. La formation des agents est nécessaire. Cette formation est nécessaire pourquoi? Parce que il faut leur apprendre à faire face à cette diversité de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas les chefs de la police instruire les policiers. On voit les images des policiers qui se battent avec des taximans, à qui ils demandent des papiers de doublement ou exigent un certain nombre de choses pour avoir de l'argent. Il y a des policiers qui font des tontines. Chaque jour, l'argent qu'il va recruter, il va peut-être donner une partie à son chef hiérarchique et le reste, il garde. Mais ça, ce sont des phénomènes qui n'existeront plus demain parce que nous serons là pour appliquer, pour faire respecter les lois. Nous allons rentrer véritablement dans un état de droit. Nous allons peut-être entendre Ingrid Flora pour nous parler de la mission de la police dans la communauté, parce que c'est la règle. À cela, il faut appliquer les normes des Nations Unies sur l'application des lois, parce que c'est important. Les normes relatives aux droits de l'homme et leur application pratique ne sont pas connues de tous. Nous devons justement vulgariser ces normes. C'est ça notre mission. Au moment où, justement, on célèbre les 80 ans de la création de l'ONU, les Nations Unies, où Sassou Nguesso va faire son discours à l'ONU, justement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire, s'il va toujours parler de sa médiation libyenne qui ne marche pas, ou il va nous parler des élections qui va trafiquer, quelqu'un qui n'a jamais été élu démocratiquement, parce qu'il faut le dire, ça fait un habillage. Et puis comme aussi on peut aborder l'actualité de la diaspora. Là où tu es, je pense que on peut aborder ces questions-là comme ça, parce que c'est important de répondre. Oui, mais maître, là dont tu disais que notre pays est sous une baïonnette. Voilà. Notre pays, les Congolais ont peur de s'exprimer, puisque le pays est dans un malaise. Et tout le monde, il a même peur du mur. Les gens disent que le mur a des oreilles. Donc si j'exprime, dans ma propre maison, j'ai peur. Combien de fois dans ma propre maison j'ai peur, je ne peux pas parler. Donc j'ai peur. Mais au dehors, si je sors, je suis un citoyen terrorisé, un sujet. Mais parce qu'on ne parle pas encore des citoyens, parce que le citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits et des devoirs. Mais nous c'est ce qui manque dans notre pays. Nous sommes, il faut le reconnaître, nous sommes dans un état policier. Et aujourd'hui, tous les Congolais sont sur écoute. Ce qui est une violation, justement, de la liberté de chacun. Parce qu'on ne peut pas écouter
les citoyens. Il n'y a plus l'intimité n'est pas respectée. C'est ça le problème. Et ceux qui recueillent ces fiches-là, vous les brandissent sous forme de chantage. On n'est pas en paix, Sassou, on n'est pas en paix. Oui, mais maître, il faut parler de cette impunité. L'impunité des militaires, des policiers, de tout ce monde. Ils sont dans l'impunité totale, ils peuvent commettre des actes, ils ne sont pas poursuivis. Qui poursuit? Il n'y a pas de juge. Il n'y a rien. Tu venais de parler quand on embauche les gens, du recrutement. Ouais, parce que dans tous les pays qu'on a vu au Nigeria, il y a eu un moment donné, quand il y a eu la guerre du Biafra, pour ramener le pays dans la paix, il a fallu former des quotas. Voilà. Et comme c'est une fédération, donc il faut tel quota, on ne peut pas voir que on prend 100 bouchées de là-bas, on prend 10 Larry, on prend 10 bébés. Hein? Donc tout ça, il y a, comment on appelle, une mastodonte des autres par rapport à ceux qui sont chétifs. Voilà. Ce qui fait qu'on crée un système d'inégalité. Ce qui fait que, bon, on donne aux autres les armes, les autres rien. Ce qui fait que des mochis peuvent aller envahir le pool. Mais on ne voit pas le même phénomène que les Larry ont envahi la cuvette pour commettre l'arbitraire. Ce qui fait que on doit faire que cette armée soit une armée d'égalité comme en Suisse. Comme en Suisse, le système de la Suisse, où tu ne peux pas menacer l'autre dans l'armée. Donc l'armée n'est pas une menace, on fait une armée contre les autres. Parce qu'une armée doit avoir ses limites. Et quand on a vu ce qui s'est passé en 2016, et quand on proclame les résultats, s'il y avait une armée républicaine, je vais dire non, monsieur le président, vous n'avez pas gagné. Si vous continuez, on vient vous arrêter, on va vous démontrer comment vous avez triché. Ce qui fait que chez nous, le principe fondamental qui emmène le Congo au sous-développement, c'est l'armée. Il faut que les militaires prennent conscience de ce qu'ils empêchent le développement du Congo. Si le Congo n'est pas développé parce qu'il y a une force qui interdit que les grands esprits s'élèvent dans le pays. Nous voulons qu'il y ait des grands esprits, du fait qu'ils n'ont pas peur, ils peuvent exprimer la richesse. Parce que ce sont les grands esprits, cette élite qui exprime la richesse d'un pays. Elle dit voilà comment nous allons marcher, comment nous allons faire. Ce n'est pas un idiot qui viendra dire, comme je voyais un ministre, comment on appelle, deux fois qui me fait rire tout le temps, qui est Ibombo, qui dit non, moi je n'ai pas de vision. C'est le président de la République qui a une vision. Ah bon? Mais si tu n'as pas de vision, mais pourquoi tu es parti dans un ministère? On ne peut pas te donner un ministère si tu n'as pas une vision du ministère. Mais le président de la République n'a pas de vision, puisque le président de la République est aveugle. Il vous ramène dans un ravin. Et vous êtes dans un ravin. C'est ça. Le ravin est là. Mais puisque le président ne réfléchit pas. C'est-à-dire que c'est pour cela que de temps en temps, comme je le dis, hein, comme je l'ai écrit également dans le livre, il nous faudrait, pour réussir, une forte décentralisation. C'est ce que j'ai appelé la fédération. La fédération est recommandée partout. Maintenant, nous avons, en matière de droit international régional, notamment le droit africain, parce qu'il y a une charte quand même sur la charte africaine des droits de l'homme sur la décentralisation et le développement local. Et ça, c'est important que demain, de faire une forte décentralisation. Parce que cela permettra le transfert des pouvoirs, des responsabilités, des capacités et des ressources au niveau national, à tous les niveaux, notamment dans les territoires. Parce qu'aujourd'hui, comme je le répète, ce que Sassou a fait à Oyo, c'est une bonne chose. Mais demain, le pouvoir qui viendra va compenser pour dire, bon, voilà ce que vous avez fait comme ce que vous avez comme infrastructure
qui n'existent pas dans d'autres départements, il faut aussi les installer. Et surtout, comme je le dis, il y a une région, notamment un département, qui a commis un gros préjudice. Pour réparer cela, je le dis toujours, tant qu'on n'aura pas réparé le préjudice subi par les filles et les fils du poule, la violation des droits de l'homme dans cette région va toujours persister. La violation des droits de l'homme cesse lorsqu'il y a réparation. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Parce que lorsqu'on me dit, oui, il n'y a pas de violation des droits de l'homme, alors, oui, les armes se sont tues, certes, ils se sont tués, peut-être pas au niveau départemental, mais au niveau individuel, on voit des assassinats ciblés. On a suivi, il y a un colonel qu'on a tué comme ça gratuitement, sans compter les enlèvements. Il y a des choses qui se passent dans le pays qu'on ne maîtrise pas. Le pays est dans cette insécurité. Oui, mais maître, tu viens de signaler le règne réparateur. Voilà. Nous devons s'assurer demain un règne réparateur, de réparer tous les préjudices commis volontairement à d'autres peuples. Maintenant, comment on peut justifier cela? Parce que dernièrement, comme tu venais de le dire, parce que en parlant du droit, il faut qu'il y ait la force du droit. L'armée n'applique que la force du droit. Si on a créé des lois, ce sont des lois justes, si il y a des citoyens qui veulent contrevenir à ces lois, l'armée vient pour imposer cette contrainte qui est objective et raisonnée. Ce n'est pas le droit de la force, parce que le droit de la force, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Le droit de la force. Et en même temps, ça m'a mené à avoir écouté un conseiller du président qui est venu ici, qui est venu parler au nom du président de la République du Congo, disons qu'il garantissait certains citoyens à rentrer dans le pays. Moi, j'ai dit, mais quoi? Il parle comme au Moyen-Âge où il y avait l'humilité du président à l'égard de certaines communautés, à l'égard des Juifs, à l'égard des autres, qui étaient sous la protection juridique du président, du roi. Mais ce n'est pas comme ça, la République. La République est défendue par un statut constitutionnel. C'est la méconnaissance. C'est la méconnaissance des textes. La liberté, ceci, c'est pas le président. Parce que le président, qu'est-ce qu'il lui garantit? C'est la même constitution où les autres sont garantis, se garantissent. La garantie elle est commune. Qui veut longévité s'assure à autrui. Si je veux ma longévité, cette assurance que j'ai assurée d'autrui, autrui aussi me rassure. Parce que, communément, je respecte ce qu'il est. Mais s'il y a inégalité, je dis que non, toi tu n'as pas de droit, c'est moi, j'ai des droits. Mais les droits que tu as, mais ça fait quoi? C'est la peur que tu as de ne pas être à égalité du droit. Parce que l'autre, il va te dire, non, monsieur, vous avez transgressé une loi et que vous n'êtes pas en phase avec la lumière des lois. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, un conseiller ne vient pas dire non, tous ceux qui ont peur, je suis là comme le garant. Un homme n'est pas garant. Comme disait Louis XIV, la loi c'est moi, l'État c'est moi. Non, l'État ce n'est pas ça. L'État c'est l'ensemble des Congolais et toutes les règles juridiques qu'ils ont mis pour une vie, le vivre ensemble, comme vient de dire Dalagra et que j'ai suivi, lui-même qui se dit le dinosaure communiste. Mais le vivre en paix, c'est vivre une même loi communément. De ne pas être tué par un État. Voilà justement ce que j'allais dire. L'État garantisse ma vie. En tout cas, je me suis réjoui de l'entendre parce que il était devenu muet et puis d'ailleurs il n'a jamais parlé. Moi, qu'il est beaucoup approché, quand il venait à Radio Forum, c'est pour parler du sport, de la musique.
il est sorti, il a essayé de dire quelque chose qu'il a cloué ici. Parce que c'est lui qui était conseiller politique de Sassou. Il est sorti en tant que conseiller politique. Donc, si Rodrigue Malanda Samba, qui l'a remplacé, parce qu'il est conseiller politique du président pour s'occuper des affaires du pôle, il faut le savoir. C'est pour ça que je veux revenir sur ce que les gens ont dit, oui, finalement, il y a eu beaucoup de monde là-bas et tout, mais cette diaspora, il y a beaucoup plus les gars du pôle qui sont derrière les 100 euros, 50 euros ou 2000 au pays ou 5000. Parce que c'est le même phénomène. On vous envoie, on vous donne 2000, vous venez aux réunions, on vous paie à boire, c'est fini, sans conscience, sans critique, sans tout ça. Vous avez tout oublié, alors que il faut peser dans la vie politique. Chaque citoyen a le droit de participer à la vie politique de son pays. Mais la participation à la vie politique suppose la connaissance des questions qui vont favoriser justement le bien-être. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne comprends pas quand quelqu'un vient vous dire, bon, je garantis votre sécurité au Congo et tout, bon, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il ne peut pas s'engager comme ça. Et d'ailleurs, tu le sais très bien, Sassou l'avait déjà dit. Donc, pour ceux qui l'attaquent, il ne faut pas l'attaquer parce qu'il n'a fait que répéter ce que Sassou avait dit. Le pauvre Samba Malanda, ben écoute, il était assis là pour reprendre les termes de son chef. Son chef, on l'a vu, il avait demandé aux Congolais de rentrer au lieu d'être les éboueurs. Parce qu'il a même injurié les gens, si vous voulez. Oui, mais maître, quand on fait de telles propositions, la première des choses, ce que nous avons demandé avant qu'il y ait la conférence nationale, c'est une amnistie générale. Voilà. Ce que tous les citoyens, voilà, c'est ce que une amnistie générale où ils n'ont plus peur de quelque chose. Et donc le président, c'est comme Nelson Mandela et Peter Botha, quand ils ont commencé les négociations pour changer le statut de l'Afrique du Sud, de sortir de la période apartheid, d'aller dans une autre période nouvelle, les négociations ont été à égalité. Ils ont supprimé ce qui empêchait la liberté de tout le monde, surtout des Noirs, et ils ont commencé à rédiger des nouveaux textes qui permettaient qu'il y ait ce vivre ensemble. Oui, dont on parle. Le vivre ensemble ne peut que venir quand on abolit les mauvaises lois et on rentre dans les bonnes lois qui garantissent l'ensemble. Et c'est là où il y a le vivre ensemble. C'est là où les gens peuvent aller dans le vécu quotidien en disant que voilà, nous avons des lois communes qui sont justes, que nous devons appliquer et protéger. Et la nation commence par là. Et il faut que nous, ici, nous devons libérer ceux qui sont là-bas au pays, qui ne sont pas libres. Ça doit commencer la liberté du fait qu'on voit au Congo, on peut critiquer, on peut dire ceci. Ils ne sont plus inquiétés. Là, ici, nous pouvons ouvrir nos cœurs et nos esprits à celui qui va venir. On va dire oui, le processus que vous voulez lancer est un processus correct parce que à l'intérieur du pays, nous avons constaté que les gens ont une opinion, ils le disent, ils ne sont pas arrêtés et que de plus en plus l'administration devient objective. La police, la gendarmerie, l'armée, tout le monde est discipliné, tout le monde est à sa place. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut qu'il y ait une limite. C'est à partir de là qu'on peut engager un véritable dialogue, que celui qui est venu peut être reçu, qu'il y ait un échange. On dit oui, nous avons vu les actes posés, mais ça on le sait, Sassou avait donné une amnistie à ceux qui avaient fui les événements de 97-98, qui sont partis au Congo-Kinshasa. Il a juré de lui-même. Il a fait un serment que vous pouvez rentrer. Mais le fait qu'ils ont pris le bateau, ils sont arrivés, ils ont été arrêtés. Il n'y a pas eu une protection. Même les Nations Unies n'ont pas pu protéger ceux qu'ils ont
fait filer au Congo. Non, cette affaire est pendante. Et d'ailleurs, les Nations Unies continuent à examiner cette question. Tant qu'on n'aura pas vu les disparus, l'affaire reste en l'état. Tant qu'on n'aura pas procédé aux véritables investigations et également à une bonne réparation, parce que la réparation, c'est quand même tenir compte du fait que les parents qui ont été endeuillés n'ont pas été indemnisés. Il n'y a pas d'indemnisation correcte. Ce qu'on a donné, ce sont des miettes. On sait très bien que on s'est moqué des familles des disparus. Bon, bref. Mais je voulais revenir pour terminer sur l'attitude d'Alagraï, que certains condamnent, oui. Mais moi, je ne condamnerai pas. Au contraire, je dis, Ndalagraï s'est assagi. Parce que s'il avait fait, en 68, les sages du Poul s'étaient réunis, ils avaient demandé à ce que Massamba Deba procède à l'amnistie générale. Donc, il devait amnistier le président Fulbert Yulu. Mais ce sont les Ndalagraï, les Diawara qui ont refusé. Et les Matika en tête, oui, c'est Matika plutôt, qui a insisté. Même André Omessa était gêné, il était furieux. Il a dit qu'il fallait amnistier tout le monde, y compris le Fulbert Yulu. Mais ceux-là qu'on connaît, notamment Ndalagraï, il s'est jamais confessé sur ça. Matsika est parti en publiant un ouvrage démagogique, d'ailleurs il a dit n'importe quoi dans son livre. Parce que les gens n'ont pas eu le courage de dire la vérité. C'est ce que j'exige à Ndalagraï. Même si aujourd'hui il est fatigué, il a le droit de nous laisser des mémoires, ce qu'ils ont fait. C'est pas à nous de lui révéler, de lui dire ce que lui cache. Parce que à la conférence nationale, pourquoi ça a biaisé? Pourquoi la conférence nationale n'a pas réussi à sanctionner correctement Sassou? C'est depuis la conférence nationale qu'on devait dire, bon, Sassou, tu n'es plus président de la République. Mais non, il y a eu une transition, et puis après, pendant 5 ans, tu ne te présentes plus. C'est ce que moi j'avais déclaré à la conférence nationale. D'ailleurs, d'ici là, je vais faire passer ma déclaration à la conférence nationale. Mais les Congolais rêvent toujours, les Congolais rêvent. Nous vous récipions l'histoire telle qu'elle existe. On ne falsifie pas l'histoire. Un peuple qui ignore son passé, il est voué à recommencer les mêmes erreurs du passé. Il faut d'abord évoquer le passé, voir le présent avant de se projeter dans l'avenir. Donc voilà pourquoi nous insistons, parce que c'est normal que nous fassions des émissions justement pour sensibiliser la force publique, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie et la police, de prendre leurs responsabilités pour déposer ça, pour aider le peuple à déposer ça. Mais maître, je voulais te dire à part, oui, pour Ndalagraï, c'est vrai du fait que quand il y a eu, après les assassinats de 1965, et lui-même il a dit à la conférence nationale, on s'était reparti, hein, il y avait plusieurs groupes, le groupe qui s'attaquait à Matsukota, il y avait les Nisuba, l'autre groupe, il y avait Poabou, il y avait les Lumazala, et eux avec ceux qui sont attaqués à Massuémé, il y avait eux, il y avait 3 groupes. Ce qui fait qu'après cela, il y a eu la menace de pouvoir éliminer le président Yulu. C'est à ce moment-là, Massamba Deba était en complicité pour faire fuir le président Yulu. Tu oublies l'arrestation de l'abbé. Non, c'est cette période où on a arrêté l'abbé Émile Beyenda, oui, avec Liga Dila et puis... c'est pour ça que je dis que voilà. Ils avaient dit qu'on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Voilà. On a fait un document sur ça, 13, 14, 15 août, journée révolutionnaire ou bien démocratique. Voilà. Et puis, en 1967, quand le président Massamba Deba va comprendre que c'est pas ça la révolution, il va dire non, nous pensons que avec nos mœurs, nous pouvons qu'appliquer le socialisme bantou. Ndalagraï a dit non,
Il n'y a qu'un seul socialiste, le socialiste scientifique. Alors, Lénine a réfléchi, un point c'est tout. Et puis c'est tout. Et donc voilà. Donc à un moment donné, le radicalisme de Dalagraï s'est atténué parce que il y a eu des moments, il a fait la prison 72, il a fait encore à partir de 84 avec l'affaire des bombes. Mais 77, il n'était pas... Hein, moi, en 77, ouais, il était aussi arrêté en 77, donc... et puis amnistié. Donc il a fait son cheminement, il a payé tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait en 1965, il a payé cela, mais surtout lui, il a beaucoup payé. Oui, il a beaucoup payé, mais malheureusement, justement, il n'arrive pas, parce que ce que moi j'attends de mon aîné, hein, que je recevais à Radio Forum, hein, que je lui dis, même quand je le vois, je lui dis, mais écoute, fais un effort pour laisser quelque chose. Peut-être, ça sera un ouvrage à titre posthume. Bon, mais là, on ne peut pas lui poser des questions. Moi, j'ai fait mon ouvrage, que vous voyez là, il y a tout. Pour ceux qui racontaient n'importe quoi, ils se sont tués parce qu'ils ne peuvent pas apporter la moindre preuve de leurs allégations. Mais nous, il faut, oui. Mais il faut comprendre la modération de Dalagraï, puisqu'il a dit il a besoin des gens qui ont la tête. Donc la tête, oui, mais la tête, c'est la réflexion. Oui, mais bien sûr. Il a besoin, oui, le Congo, il en a tellement des gens qui ont la tête, qui sont à l'intérieur du pays et qui sont à l'extérieur. Voilà, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés à l'université Mariangwabi au Congo, mais qui ne sont pas utilisés. On préfère appeler les pêcheurs des gens qui ont des tonneaux vides, qui sont dans des appareils d'État, qui occupent des postes de responsabilité importants. Aujourd'hui, il y a, au niveau de l'armée, c'est pareil. Donc, dans tous les corps de l'État. Parce que aujourd'hui, je parlais avec une Camerounaise, j'ai dit, mais la façon dont Biya a rendu bête le Cameroun, mais tu ne peux pas. Moi, je suis sorti du pays parce que tu es trop bête. Donc, on a fait descendre le niveau du peuple à un niveau très bas. Et c'est pour ça que le Congo n'émerge pas dans tout. Mais tu comprends, les recrutements se font comment? Les recrutements se font dans le milieu qui est le même, le clan Sassou et quelques Mboshi, tout ça, parce que c'est pas tous les Mboshi qui sont en fait dans les faveurs de Sassou. C'est pas tous les Mboshi. Oui. Mais je voulais te dire, même si c'est pas tous les Mboshi, mais nous, dans le pool, quand on n'avait pas accepté le président Massamba Diéba, la contestation était générale, jusqu'à ce qu'il tombe. Les Mboshi aussi, ils doivent aussi contester généralement. Mais il faut comprendre aussi que le Congo... Non, je disais que le Congo a une tradition démocratique. Ça, c'est clair. Ça, c'est connu. C'est pour ça qu'il y a une certaine contestation. On va lire les livres d'histoire, l'appréciation des religieux, des missionnaires, comme on dit, et également des colonisateurs qui sont venus, ils se sont rendus compte que le peuple Congo était ordonné, très organisé. Balondier a fait les Brazzaville noirs. Il a fait les Brazzaville noirs. Bon, mais en tout cas, nous nous battons pour que les gens puissent comprendre la nécessité d'apprendre aux autres, à ceux qui dirigent, qu'ils puissent donner des ordres clairs et qu'ils puissent avoir un bon comportement et un langage et des attitudes appropriées pour la gouvernance au pays. Parce que cette attitude qu'on voit, vous avez les moulous qui volent, qui a un yacht, on ne le sanctionne pas. Aujourd'hui, on fait semblant d'aller signer des accords avec les Chinois tout juste pour blanchir de l'argent du Congo. C'est malheureux. Malanda Samba, Rodrigue, c'est un débat qui a été, je peux dire...
qu'il faut recadrer. Il faut Oui, recadrer. oui, justement. Le Il fallait lancer recadrer. national. Parce que les gens allaient discuter avec lui. Parce que comme j'ai lu dans les réseaux sociaux, ce n'est pas une rencontre citoyenne. Il est venu faire son monologue. Bon, quelques gens ont posé des questions. Et puis on voit les gens folkloriques le soutenir, parler de sa formation et tout. Qu'il ait une formation de sciences politiques ou pas, mais c'est ce qu'il devait sortir, comprendre l'idéal. D'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui a été à sciences politiques qui peut comprendre que nous sommes dans une dictature. Parce qu'aujourd'hui, les intellectuels qui sont aux côtés de Sassou, ce sont des faux intellectuels. Comme j'ai cru entendre chez Boao, qui a dit, effectivement, l'intellectuel, c'est celui qui pose le problème et qui trouve la solution. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, même Mitterrand le disait, que lui n'était pas intellectuel. C'est pour ça que les Attali parlaient, les Toscanes, en fait, Toscane c'est un expert dans un domaine, mais c'est pas un intellectuel. Voilà. Donc moi, je crois qu'il faut faire plus attention. Oh non, mais parce que c'est devenu un abus de langage, dire intellectuel. Oui, tu es cultivé, tu as appris, tu es allé à l'école jusqu'à un seuil, mais tu n'es pas un intellectuel. Tu n'es pas un intellectuel. Voilà. Oui, ben, on avait eu un débat comment on appelle, en janvier, avant janvier 1991, au siège de la CFDT. Et Jean-Pierre Jaille s'était levé, il a dit, l'intellectuel peut être un paysan, un ouvrier, un professeur. C'est celui qui montre le chemin quand il n'y a plus rien. Voilà, et rien ne se voit. Qui prend la bougie, qui dit voilà, suivez, le chemin est là. Dans les ténèbres, il éclaire un peuple. Et là, chez nous, nous avons le rôle d'éclairer ce peuple qui est dans les ténèbres. Et que ce qui est venu se faire ici à Paris, on doit le recadrer. Ça doit être une nation parce que ça soit échoué. Ça soit échoué. Il ne peut plus rien. Toute cette clique doit abandonner. Comme on a vu au Népal, vous avez vu quand la fureur d'un peuple vient, tout le monde est déconsidéré. On vous prend, on va vous jeter dans l'eau. Il y a le fleuve Congo qui est là, mais attention, hein, que vous pouvez subir le cas du Népal. Parce que avec tout ce que vous faites, vous biaisez tout ça, vous dites non, c'est le président qui doit vous sécuriser, tu rentres, le président te bénit, bon, toi, tu peux rentrer, toi, tu peux rentrer, bon. Ah bon, si tu rentres, tu te tais. Tu ne fais plus ce que tu faisais à Paris. Non, mais c'est pas ça. Au revoir, mon cher. Oui, au revoir. Allez, à bientôt, Fernand. À bientôt. À bientôt. Merci. Forum FM 105.8.